La pratique de la douceur et l'expression de la douceur peuvent avoir de multiples influences. Être doux peut signifier manquer de caractère ou de capacité à se respecter. Dans la nouvelle ère, être doux signifie éviter toute forme d'agressivité dans notre expression et adoucir nos paroles. Pour être doux, il faut être intelligent et conscient de nos expressions. On peut commencer par être doux dans nos gestes et nos paroles lorsque nous sommes conscients de ce que nous disons. Être doux ne signifie pas être doux avec les autres, mais être doux dans notre façon d'exprimer les choses. Il est important d'être doux envers soi-même et avec toutes les formes d'expression, pour éviter les rechutes et rétrogradations. Travailler la douceur permet d'éviter la majorité des rechutes et de progresser vers un nouvel état d'être. Lorsque l'intelligence descend, elle peut être exprimée de manière violente et sans discernement. L'être humain subit une érosion si l'intelligence circule trop rapidement en lui, ce qui peut détruire ses structures psychologiques. Il est donc important de travailler avec notre ajusteur de pensée pour contrôler la descente de l'intelligence et ajuster nos pensées. En développant la douceur, l'humain peut créer une fusion entre l'intelligence et l'amour instantané. Cela permet à l'humain d'exprimer de l'intelligence à travers de l'amour instantané, évitant ainsi les phénomènes émotionnels, amoureux, traditionnels, astraux ou karmiques. La douceur apporte une nouvelle forme d'énergie, atténuant le choc du contact entre l'intelligence et la conscience mémorielle de l'humain. Elle nourrit le corps astral et ajuste le contact avec les plans inférieurs. La douceur rend l'individu plus à l'aise, évitant les irritations et les descentes trop rapides. Elle permet également d'amincir les barrières et facilite le travail vers la transparence. La douceur n'empêche pas l'expression de la colère, mais elle permet de communiquer de manière respectueuse et veloutée. Elle épaissit le périsprit, contribuant ainsi à l'évolution de l'être. La douceur dans les situations difficiles permet de mieux faire face à ces événements et de conserver son bien-être. En étant doux, on renforce notre périsprit et reste en équilibre même après avoir résolu un problème. La douceur permet également de maintenir une attitude positive envers la vie, sans avoir à effectuer beaucoup de travail psychologique. De plus, en étant doux, on nourrit tous nos corps et on permet à l'amour instantané de nous traverser. Cependant, il est normal de ressentir de la colère parfois, mais il est important d'essayer de gérer cette colère avec douceur et de ne pas la laisser altérer notre équilibre intérieur. Il est préférable de continuer à épaissir notre esprit par la douceur plutôt que de succomber à la frustration et risquer de causer un accident. Par contre, il est possible que l'intelligence nous pousse à exprimer notre colère pour libérer de l'énergie accumulée, mais il est important de faire la distinction entre une colère dirigée vers des forces extérieures et une colère causée par l'ego. L'écœurement peut permettre de déployer l'ajusteur de pensée et de contacter le plan supramental, mais il est nécessaire de rester vigilant pour éviter la déprime. La colère, quant à elle, peut permettre de libérer l'énergie accumulée par l'écœurement et de détruire les schémas d'interprétation. En résumé, il est important d'être doux dans les événements afin de conserver notre bien-être et d'éviter de se laisser influencer négativement. L'auteur exprime le sentiment d'être trompé dans la vie, soulignant que les gens ne sont pas encore prêts à détecter lorsqu'ils sont manipulés. Il attribue cela au manque d'estime de soi et à l'égocentrisme des individus. Il fait valoir que la colère est nécessaire pour se rendre compte de cette manipulation et se recentrer sur son propre intelligence. Il critique également l'idée de concentration, préférant être attentif à tout. R souligne que la vie est paradoxale, avec des obstacles intentionnels et des opportunités de s'en sortir, et affirme qu'il est important d'avoir une perspective positive sur le plan spirituel et d'être centré mentalement. L'auteur souligne également l'importance de comprendre et d'instruire son ego. Le texte aborde plusieurs sujets liés à l'ego, à la confiance en soi et à la compréhension de soi-même. Il souligne l'importance de se pardonner et de ne pas se punir pour faciliter la compréhension de soi. En ce qui concerne la grossesse, il est indiqué qu'il n'y a pas de problème pour suivre un séminaire spécifique, PM 7.3, mais il est préférable d'éviter un séminaire sur la colère mentale, en raison des énergies qui peuvent être sécrétées et affecter le fœtus. Pendant la grossesse, l'énergie est principalement dirigée vers le bébé, et la mère doit prendre soin d'elle pour récupérer plus rapidement. La mère doit comprendre qu'elle ne doit pas se séparer de son bébé. Si elle le fait, cela deviendra un problème à un moment donné et elle ne sera plus capable de s'occuper de lui. Il est important que la mère rapatrie ses énergies après l'accouchement et qu'elle aime son bébé comme n'importe quel autre enfant. Sinon, le bébé va dépendre excessivement des énergies de sa mère jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Chaque mère a sa propre manière d'agir en fonction de son énergie,
mais il est recommandé de prendre certaines mesures, comme par exemple laisser le bébé dormir dès la naissance. Chaque état est différent sur le plan énergétique, mais il est évident qu'une grande partie des mères vivent une sorte de suivi énergétique partout où elles vont. Il est important que la mère conserve des énergies pour elle-même, car elle est d'abord une femme et un être humain. Le bébé est la réincarnation de sa mère et des parents, qui ont parfois tendance à sacrifier leur propre bien-être au profit du bébé. Il faut faire confiance au bébé et lui donner ce dont il a besoin sans trop en faire, car il ne manquera jamais de rien et cela ne causera pas de manque aux parents non plus. Si certaines personnes nuisent à Genesis, l'Académie leur a déjà mentionné qu'elle serait mieux ailleurs. La négociation commence par la guérison du corps physique et la formation du double éthérique en même temps. L'intelligence est changeante et il est important de continuer à s'améliorer pour éviter les rechutes. La fusion du Nazaréen avec son corps de lumière s'est-elle produite lors de la transfiguration ou ensuite, cela n'est pas précisé dans le texte. Le moment de mourir est après sa mort, lorsqu'il se transfigure. Pendant la transfiguration, d'autres énergies fusionnent temporairement avec l'énergie du Nazaréen et pénètrent dans son corps physique. Cela le terrifie mais en même temps l'élève et le divinise. Ce n'est pas une fusion, mais plutôt un prêt de corps physique pour que les autres puissent communiquer avec lui. Après sa mort, il achève ses expériences de fusion. Lazare n'est pas impliqué dans le projet Biosphère 2 en Arizona. Ce projet est une continuation d'initiatives écologiques précédentes et vise à créer des écosystèmes autonomes dans des sphères géodésiques. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais plutôt d'une manifestation de personnes utopisant sur Terre et réincarnant des mémoires de l'avenir dans le monde astral. Le projet est également une préparation pour les futurs individus qui seront prêts à mettre en pratique ces idées lorsqu'ils en auront l'opportunité. Le projet n'est pas soutenu par les autorités officielles et n'a pas vraiment de rapport avec Mars. Lazare n'est pas impliqué dans ce projet car son rôle diminue au fil du temps et de la conscience grandissante des êtres humains. Il était autrefois un grand inventeur, mais les nouvelles découvertes et nouveautés ne sont plus de son ressort. L'auteur de ces propos évoque différents sujets, tels que le personnage de Lazare, qui serait occulté et réincarné dans plusieurs individus. Il mentionne également l'absence de schémas de conscientisation, expliquant que les schémas d'interprétation sont plutôt des égrégores qui déforment la perception de la réalité. Il aborde également la notion de désinhibition, affirmant que les schémas d'interprétation et l'ego sont des obstacles à la capacité de s'ouvrir et de se libérer. Il souligne également que l'inhibition est présente dès la naissance et peut persister tout au long de la vie. Ce texte évoque l'idée que l'être humain doit comprendre totalement les mécanismes de son existence et briser les schémas d'interprétation pour atteindre la désinhibition. Cela nécessite une intelligence et ne peut pas être imité. L'auteur illustre cela en utilisant l'exemple de boire de l'eau malgré les inhibitions sociales. Il explique que le processus de désinhibition peut être inconfortable, mais une fois réalisé, il conduit à la création d'un nouveau taux éthérique, concept non précisé. Il souligne également que l'être humain a tendance à fuir les problèmes, mais que ces problèmes ne sont pas nécessairement douloureux, mais plutôt interprétés comme tels. Finalement, l'auteur met en avant la nécessité de prendre son corps et de l'utiliser pour accomplir ce qui doit être fait. À travers ces paroles, il est question de demander la permission à quelqu'un pour se libérer et bouger son corps. Les schémas d'interprétation sont évoqués comme étant la nourriture de l'ego, mais également ce qui transforme notre vie et notre perception. Il est mentionné que le grand maître culte des Templiers existe encore en Angleterre, mais que cela ne doit pas être trop mentionné. Il est ensuite question de se libérer et de se désacheter, en développant l'intelligence et en travaillant vers la transparence et la désinhibition. Il est souligné qu'il faut être un être nouveau et refuser l'expression de l'animal humain dans notre cerveau. Fini les problèmes, les limitations et les barrières, il est facile de changer de pays. Le message principal est de réserver de la place dans notre cerveau pour ce que nous serons dans l'avenir et de ne plus laisser notre corps physique aux mains de l'animal humain. Dans cette histoire, un groupe de personnes est envoyé en mission dans la région du plateau Mato Grosso en Amazonie. Là, ils rencontrent une tribu d'Indiens appelée les Yupis, qui pratiquent la réduction de tête. Ils observent les Yupis dans leurs activités quotidiennes, comme la chasse aux singes avec des fléchettes empoisonnées. Les membres du groupe de Montréal sont présents pour étudier les Yupis et les aider à améliorer leur mode de vie. Ils sont témoins de disputes familiales qui éclatent lorsque quelqu'un vole de la nourriture ou provoque une quelconque offense. Malgré les différences culturelles,
les membres de l'équipe de Montréal prennent conscience qu'il y a des similitudes entre leur propre société et celle des Yuppies. Ils réalisent que la fierté et l'attachement excessif aux biens matériels ne mènent pas nécessairement au bonheur. Ils comprennent qu'il y a d'autres aspects de la vie qui méritent d'être valorisés plutôt que de se vanter de posséder des objets matériaux. Le texte aborde plusieurs sujets de réflexion. Il compare notre attitude envers les objets matériels à celle d'une tribu qui se respecte mutuellement. Il invite à vivre de manière plus intelligente et à éviter la paranoïa face aux menaces réelles ou imaginaires. Pour illustrer son propos, l'auteur relate une anecdote personnelle concernant sa voiture. En conclusion, il encourage à être alerte mais pas paranoïaque et à faire preuve d'intelligence dans nos actions et nos pensées. Le narrateur raconte une expérience où ils ont eu des problèmes de direction en conduisant. Ils se sont garés au bord de la route pour vérifier les pneus et ont remarqué qu'ils étaient glacés, mais les boulons étaient bien serrés. Ils ont ensuite poursuivi leur route plus lentement et avec plus d'attention. Le narrateur souligne qu'il ne s'agit pas de paranoïa, mais d'être vigilant et prudent. Il donne l'exemple d'un ami qui a été presque attaqué par un alligator au bord d'un lac, ce qui a montré aux autres que la prudence du narrateur était justifiée. Le narrateur explique également que toute l'île de Montréal était considérée comme sacrée par les Indiens qui ne venaient que pour des raisons spéciales, comme la chasse en période de disette. Il y a donc un lien entre le Mont-Royal et le Mont-Saint-Hilaire, qui étaient tous deux des lieux sacrés pour les Indiens. Selon le narrateur, lors d'une visite au musée des civilisations à Hull, il a été expliqué que certaines sculptures d'Indiens de la Colombie-Britannique représentent des extraterrestres. Parmi eux, il y a des totems avec des personnages ayant 3 doigts, qui seraient des interterrestres. Une grande natte représente également un personnage avec 3 doigts élevés, entouré de personnages à 5 doigts, et est associé au dieu Machin Chouette, connu pour voler les armes des vivants et les emmener avec lui sous la terre. Les interterrestres auraient également prélevé la génétique des humains et pris leurs armes pour les emmener dans les souterrains, présents en abondance dans la région, où naîtrait une nouvelle race. Le Mont-Royal, contrairement à la croyance populaire, n'a jamais été un volcan, mais il y a des canaux et des travaux souterrains en cours, qui pourraient être liés aux activités des intra- ou extraterrestres. Cette interprétation est vue comme un divertissement et n'a pas été vérifiée scientifiquement.